.NET 10 vient à peine d'être publié qu'une première version de .NET 11 est disponible. Et pour savoir à quelle sauce on va être mangé en novembre prochain, Clément Sagnier, architecte et spécialiste des technologies de .NET, nous en fait un petit tour d'horizon. Extrait de notre table ronde du podcast DevDevDev.net de mars. Clément, toi, tu voulais nous parler de .NET 11 puisqu'il y a la première preview qui est arrivée. Tout à fait, qui est sorti il y a un peu plus d'une dizaine de jours aujourd'hui. Et du coup, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu ce que je considère comme des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a beaucoup de choses dans la release, on va pas tout faire parce que sinon on en a pour longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai préparé une petite liste qui me paraissait un peu intéressante à discuter ensemble. Et donc voilà, je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Alors à savoir, hein, .NET 11, ce sera une STS, une Short Term Support. On n'aura pas forcément des choses révolutionnaires, mais on peut s'attendre à des choses plutôt intéressantes. Je vais commencer plutôt par la BCL. Microsoft a mis en place comment dire, de manière intégrée à la BCL le Z standard qui permet de faire de la compression, décompression. Donc ils ont mis ça en place de manière native qui permet d'avoir une compression un peu plus moderne, rapide et efficace. Et donc, qui va plutôt intéresser ceux qui ont des conteneurs ou ce genre de choses, qui ont beaucoup des payloads un peu plus conséquentes et qui ont besoin de faire de la décompression. Puisque, voilà. Et si on veut accélérer la transmission réseau, souvent on met en place de la compression. Mais qui dit compression dit forcément décompression et donc temps de latence. Et l'objectif, c'était d'avoir une librairie qui permette d'être un peu plus rapide que ce qu'il y a en place, surtout notamment sur voilà, l'utilisation de moins de CPU et pas de dépendance tierce avec des librairies externes, mais tout est directement intégré dans la BCL, donc comme ça c'est plus facile à mettre en place. On a aussi quelques optimisations, notamment sur le time zone. Alors j'étais un peu surpris parce que j'ai vu ça par hasard, mais alors là aussi, on va parler surtout des systèmes où tu as un fort trafic. Quand on doit faire des conversions de date, et bah, du coup, en fait, on refait à chaque fois les calculs de changement de date entre les différentes time zones. Et en fait, l'optimisation qui a été faite, c'est surtout mettre en cache pour comme ça, si on a une date qui vient d'être comment dire, convertie, bon, au moins on va aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est un petit truc qui peut être plutôt intéressant quand on a beaucoup de trafic et qui, du coup, est plutôt structurel et plutôt invisible, mais qui peut être intéressant. On parlait d'IA tout à l'heure, mais dans la BCL, en fait, il a été introduit le Bfloat 16, qui va surtout servir, alors pas que pour l'IA, mais principalement pour le machine learning, et qui est en fait un type de valeur qui va permettre vraiment de réduire plutôt la mémoire. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de la précision quand on fait du machine learning. On va pouvoir utiliser plutôt comment dire, un type qui va être lui plutôt optimisé en termes de mémoire et surtout optimisé en termes de calcul. Donc, c'est pour ça qu'on voulait ajouter ça. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce type aurait une meilleure compatibilité avec certains accélérateurs matériels pour faire notamment de l'IA. Donc, je pense qu'il faut attendre un peu les benchmarks pour voir un peu ce que ça va apporter. Alors peut-être pas pour nous. Hein, Ouais, c'est du bas niveau, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Plus du bas niveau et peut-être. Donc ça, c'était un peu voilà, c'est les choses que j'avais vues plutôt sur la partie BSL. Sur la partie runtime, alors, il y a quelques améliorations, et notamment le runtime async, qui va permettre de réduire le coût structurel. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Il y a un super article de blog de Laurent là-dessus. On l'ajoutera, mais je pense que je peux pas faire mieux que son article pour vraiment expliquer ce que c'est. Mais voilà, en quelques termes, hein, on va passer vraiment d'une machine à état qui va être générée par le compilateur. On va le transférer directement au niveau du runtime pour être plutôt compilé à la volée. Et du coup, on espère, non, on va gagner surtout des gains de performance, réduire des coûts, notamment structurels à la compilation, et du coup, aller directement au niveau du corps CLR et du coup,
notamment pour l'AOT, on en parlait tout à l'heure avec Olivier, hein, sur l'AOT, c'est quelque chose qui malheureusement pouvait manquer, et en fait on va pouvoir aller un peu plus loin dans tout ce qui va être compilation AOT, améliorer les performances de cette compilation, et donc on aura sûrement des améliorations. Alors aujourd'hui ils ont juste mis l'infra, alors c'est testable, mais voilà, c'est pas encore vraiment mesurable, à voir après comment ils vont mettre ça en place dans les prochaines previews, donc plutôt à suivre. L'autre Je chose que pense qu'il j'ai faut attendre un petit peu justement pour pouvoir faire des benchmarks. J'avais un commentaire sur le post Mm. qui demandait des benchmarks. Mais en fait, il faut attendre que les librairies c'est ça. du framework soient portées pour utiliser ça. Sinon, Ça on verra demande pas de changer le davantage. compilateur, de toute façon. Le runtime, pas le compilateur. Ouais, le runtime, ouais. C'est natif au runtime, mais bon. Ouais, le compilateur peut-être aussi, puisque en fait, il générait du code avant. Donc, Bah oui, ouais, parce que là, le code, en fait, Et, il arrête de générer. non, maintenant, en fait, ce que j'ai pu lire, c'est que du coup, tu peux mettre dans ton CS proche, comment dire, une info comme quoi il faut utiliser la preview. Et normalement, il est censé comprendre que. Voilà, pour l'instant, on est vraiment au début. C'est plutôt intéressant. À voir, peut-être que d'ici. Ça montre là où ils vont aller, quoi. Voilà, c'est ça. Quelques previews. On fera une vraie démo dessus pour voir vraiment les gains de performance. Mais il n'y a pas de. C'est très intéressant. L'autre chose que j'avais noté aussi sur la partie runtime, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur WebAssembly, par exemple, on est toujours sur du mono. On utilise toujours les librairies mono. Et donc, en fait, ils sont en train de migrer vers du coup, le runtime et le core CRR, justement, pour avoir quelque chose de plus cohérent entre ce qui se passe côté serveur et ce qui se passe côté navigation, et avoir quelque chose de plus unifié. Donc là, même chose, hein, ils sont en train de mettre en place toute l'infrastructure. On ne peut pas encore faire du 100% core CLR dans le browser, mais voilà, même chose que pour le runtime async. On est sur les prémices de ce genre de choses, et ça peut être hyper intéressant parce que effectivement, il y aura peut-être des améliorations qui pourront être faites hors de la partie mono, et du coup qui va permettre peut-être plus de cohérence et de symbiose entre la partie vraiment WebAssembly, Blazor WebAssembly et Blazor Server, par exemple. C'est plutôt intéressant. Ça touche aussi Maui, non? Pas du tout, Olivier. Alors, il y aura forcément des impacts, oui. Mais c'est limité, je pense, parce que là, on parle vraiment de WebAssembly, donc je ne sais pas si. limité. Mais il y aura des impacts, mais bon, pour l'instant, c'est un peu tôt pour voir exactement jusqu'où ça va toucher, quoi. D'accord. Ok. Et donc, on parlait de Blazor. Bah, effectivement, dans Blazor, on a. Non, ça va rester dans les previews et dans .NET 11, les plus grandes avancées qu'on va avoir sur ASP.NET Core. Mais quelque chose qui peut être intéressant, c'est le support d'IOState Service en WebAssembly aussi, puisque là, on parle vraiment sur du Blazor WebAssembly, qui va nous permettre éventuellement de faire des tâches de fond, par exemple, ou faire du lancement en tâche de fond quand on va démarrer l'application, quand on va ouvrir l'application, ou si par exemple on a des données en cache que l'on veut afficher, au lieu d'avoir des actions utilisateurs qui vont rafraîchir le cache, en fait on pourra avoir une tâche de fond qui va du coup permettre de rafraîchir le cache, réinitialiser des données ou ce genre de choses, et qui va du coup si on fait comment dire, si on a vraiment des grosses données à mettre en avant, au lieu d'attendre que les données se chargent, on va pouvoir au fur et à mesure mettre en cache et rafraîchir petit à petit. Là, Donc, ça, c'était plutôt. c'est dans les WebAssembly, c'est côté client alors. Ouais, c'est côté client, c'est ça, directement dans le browser. Dans le browser, tu pourras avoir des données, des tâches de fond qui sont, si tu veux faire des calculs aussi, faire des calculs ou valider des données, tu pourras le faire en tâche de fond, quoi. Mais ça repose sur les services workers ou c'est intégré à l'intérieur du WebAssembly? Ça répond sur les services workers. Alors, en fait, on utilise la même mécanique que sur de l'ASP.NET normal, hein, avec du hosted service. C'est un service qu'on va ajouter au démarrage. Et donc, du coup, effectivement, ça va. Ouais, c'est à l'intérieur du WebAssembly, c'est pas le service worker du navigateur qui est utilisé, quoi. Ah non, ça va être à l'intérieur du WebAssembly, puisque c'est lui qui va générer. Mais en fait, on pourra avoir exactement la même chose, que l'on soit en WebAssembly ou en Blazor Server.
Et donc, du coup, avoir un peu le même mécanisme. Et c'est pareil, toujours une notion de cohérence et se rapprocher du modèle serveur, finalement. D'accord. Avoir ces données, même si bon, c'est fait dans le navigateur et pas sur le serveur. D'autres choses un peu intéressantes sur Blazor, c'est la configuration des variables d'environnement qui va changer. On va pouvoir comment dire, mutualiser ce qu'on avait aussi avec le Blazor Server, c'est d'utiliser la configuration pour accéder vraiment aux variables d'environnement et ce genre de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'heure actuelle. Et donc, comme ça va permettre de mutualiser un peu ce genre de choses et essayer de se rapprocher toujours. Hein. L'objectif, c'est toujours de se rapprocher du WebAssembly et du serveur et avoir vraiment quelque chose qui soit uniforme. Ça veut dire qu'il va ouais, falloir le qui soit proxy pour uniforme, la qui ne fait qu'un. configuration? Ça veut dire qu'il va falloir le proxy entre le WebAssembly et le back pour la configuration? Où il va pousser les clés, les valeurs? En fait, comment dire, on avait dû, pour aller avoir les clés, par exemple, sur la configuration en Blazor WebAssembly, on ne pouvait pas utiliser la partie configuration pour utiliser des variables d'environnement, par exemple. Oui, bah oui. Non, on va pouvoir, en fait, tout simplement. Mais il va les récupérer comment? C'est-à-dire qu'il va interroger le back pour les avoir ou on va les injecter dans le... Justement, c'est pour les injecter directement au lancement de l'application. D'accord. Et du coup, éviter d'avoir des choses un peu... et peut-être un peu plus de sécurité. À voir derrière comment ça fonctionne exactement, quoi. On va aussi avoir des améliorations sur tout ce qui est métrique et tracing, parce que c'était aussi une problème. Alors, toujours du côté Blazor WASM, puisque c'est là où on va avoir le plus d'améliorations. Et c'est vrai que même chose, tout ce qui était métrique et tracing n'était pas toujours, notamment avec OpenTelemetry, n'était pas toujours évidente. Et du coup, là, on va avoir quelque chose, surtout quand vous voulez faire de la corrélation entre du front et du back. Et bah, du coup, là, on va essayer d'avoir une cohérence entre, essayer de suivre, par exemple, dans Application Insights, entre cette requête a été faite par l'utilisateur au niveau de Blazor WebAssembly, et du coup, elle est arrivée sur le serveur, et il s'est passé ça, essayer d'avoir quelque chose d'assez, d'avoir vraiment, tout est timé, et on sait détecter sur les problématiques, on sait par où l'utilisateur va passer, et ça peut être plutôt intéressant. Même chose sur ASP.NET Core, par exemple. On va améliorer, par exemple, sur OpenAPI, la gestion des réponses binaires, par exemple. C'est des choses qui n'étaient pas toujours, qui fonctionnaient pas toujours. Et donc, du coup, on va pouvoir, par exemple, si on veut faire des tests sur des applications du PDF ou ce genre de choses, si on voulait renvoyer ça à partir de OpenAPI ou Swagger, du coup, ça fallait beaucoup de configurations pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est mieux intégré, une documentation plus propre. Alors, ça ne touche pas forcément tout le monde, mais au moins, comme ça permet de faire du test ou ce genre de choses, d'avoir. Et il y a eu de l'amélioration aussi au niveau des minimal API sur les attributs, où on va avoir une meilleure cohérence entre ce qui est affiché dans OpenAPI et ce qui est vraiment dans les API. Et comment dire, parfois des petites incohérences entre ce qui était affiché par les contrats et ce qui était mis dans Swagger, OpenAPI. Ouais, de toute façon, je m'en fous, moi je documente pas mes API. Donc, Non, mais c'est vrai que ça. Microsoft pousse du coup vraiment l'utilisation des minimal APIs. Et du coup, quand on utilise Swagger, c'est vrai que c'est pas toujours, notamment sur les Authorize ou ce genre de choses, c'était pas toujours bien représenté dans OpenAPI. Et du coup, dommage de voir ce genre de problème. Et puis, alors, chose que j'ai jamais utilisé, mais qui apparemment commence à être plutôt performant, c'est EF-Core 11 et notamment Cosmos DB. Je crois que je voyais pas forcément l'intérêt d'utiliser EF-Core pour Cosmos DB, mais apparemment ça commence à il y a eu des améliorations qui ont été faites dans EF-Core justement pour pouvoir utiliser Cosmos DB peut-être plus proprement. Donc là, l'ajout des transactions, par exemple, dans Cosmos DB pour pouvoir faire plusieurs opérations, plusieurs requêtes. Donc forcément, une meilleure efficacité. Après avoir vraiment l'utilisation, est-ce qu'on veut faire du transactionnel ou pas dans Cosmos DB? Tout ce qui est optimisation sur tout ce qui va être écriture massive. Donc là, c'est pareil, on a eu des améliorations faites avec EF-Core pour
améliorer tout ce qui était écriture massive, envoi massif de données vers Cosmos DB. Ouais, bon, ça, c'est pour que Microsoft gagne un peu plus de sous. Parce que- Non, moi j'adore Cosmos DB, je l'utilise, mais j'avoue que F-Core, Ouais. c'est aussi quelque chose que j'utilise de moins en moins d'ailleurs dans mes applications, puisque on essaye de réduire un peu les coûts et on essaye aussi d'avoir des choses beaucoup plus simples. Je trouve que voilà, par rapport à Dapper, je trouve qu'on a Ouais. une meilleure maîtrise peut-être de sa base de données plutôt que F-Core, même si voilà, je comprends que dans certaines applications, on peut avoir envie d'utiliser F-Core. Donc du coup, là, mais je trouvais ça intéressant que Microsoft essaye de pousser justement l'utilisation, alors peut-être pour des projets où on a déjà du Cosmos DB, on veut éventuellement avoir qu'un ORM qui attaque de la base SQL et de la base Cosmos DB. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans ce cas-là, et on veut quelque chose de performant, mais je suis un peu étonné. Ok. Il y a encore d'autres points importants dans ce que tu as vu? Eh bien, pour moi, non, c'était un peu le dernier. En fait, il y en a beaucoup. Alors, choisir Ouais. essayer de tenir dans un temps imparti. Peut-être que vous en avez vu d'autres qui peuvent être importants pour vous. Et c'est un peu ce que je voulais présenter. Laurent, toi, tu as eu des choses ou rien de. Bah, à part la sync runtime, le core CLR pour Wasm dans Blazor, le reste, ouais, c'est des petites évolutions. Je pense pas qu'il y ait de gros trucs dans cette première preview. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est les prochaines pour voir la sync runtime Ouais. et le réel impact sur les perfs, parce que ça peut être sympa. Je me pose encore pas mal de questions de comment c'est fait dans le runtime quand tu vas plus dans le truc, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des remarques en me disant ouais, mais tu dois quand même gérer de l'état toujours, etc., etc. Comment ils vont accélérer. C'est vrai que le code est beaucoup plus petit de l'IL que tu génères de ton code, mais le runtime il doit gérer ça quand même. Il doit sauver l'état, etc., etc., quoi. Mhm. Donc, à voir un peu plus en détail quand ça va avancer, quand on pourra faire des vrais benchmarks. Ça, c'est pour Ouais. moi le gros point de cette release. Et D'un voir côté, je me s'il y dis aura- que s'ils pensent que c'est le moment de le faire, c'est que derrière, ils ont la technologie pour le faire maintenant, quoi. Ah ouais, Ouais, je donc. pense aussi. Ouais. Mhm. Mais voir ils avaient aussi, fait. Hein. voir Ils avaient aussi fait. les problématiques de compatibilité aussi, parce que c'est vrai que de la sync, moi j'en vois sur tous mes projets, il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont moins bien faits, qu'on transgresse des règles de l'asynchrone, et du coup, est-ce que sur ces codes-là, ça va toujours marcher? Est-ce qu'il n'y aura pas des effets de bord aussi? Donc à voir un peu, est-ce qu'ils vont finalement faire marcher arrière en disant bah, c'est peut-être pas prévu pour .NET 11, on va peut-être attendre .NET 12, voilà, peut-être. Moi, c'était déjà dans .NET 10, hein, derrière un flag. Pas aussi avancé que ce qu'ils vont en faire, Oui. mais Ouais. Donc à voir. Ok. Bien, bah, merci Clément.